Bonsoir, bah écoutez, chez nous, voilà, aujourd'hui c'est le 6 mars, c'est jeudi, et il est à peu près 6 heures, vous voyez, les jours allongent, de jour en jour, voilà, on constate que les jours allongent et que le climat s'améliore. On a quand même pas mal de soleil, pardon, j'allais dire de sommeil, de soleil. Et aujourd'hui, bah, c'était le début des travaux du printemps, puisque il faut commencer à ramasser les feuilles, nettoyer les surfaces extérieures, et souvent on consacre les premières belles journées de l'année, ça se passe pendant le carême en général, ben on fait le nettoyage de printemps, et ça revient tous les ans. Je me dis toujours à chaque fois, je refais ce que j'ai fait l'année dernière, et puis ensuite les jours passent assez vite et on se retrouve, l'été passe assez vite et on refait les mêmes choses tous les ans. C'est un truc moi qui me questionne toujours, ces cycles répétitifs qui sont voilà quoi. Tu dis tu recommences tous les ans, tu refais la même chose. Je sais pas. Il y a un truc qui cloche. Mais vous allez me dire, c'est comme ça, c'est la nature. On doit s'adapter au cycle. Tout est que cycle. Là, évidemment, quand on a dit ça, on se tait et puis on dit ah bah oui, c'est des cycles. Voilà. Alors, on commence tous les ans. Ensuite, on va avoir les vacances de Pâques, certainement des vacances de Noël pour certains, enfin des vacances de neige pour certains. Et puis après, ce sera les énièmes rituels annuels qui reviendront comme toujours. Voilà. Il paraît que c'est bien, comme ça. Alors, hier soir, je regardais le ciel et le ciel était dégagé, pour une fois, donc très étoilé. Et quand tu regardes les étoiles, évidemment, tu relativises ce qui nous arrive, nous, petites bêtes humaines, sur notre petite planète. Alors tu vois des milliers d'étoiles, de planètes, enfin tu vois que ce monde il est fourni à l'infini, et certainement qu'il y a des vies et d'autres espèces vivantes sur d'autres planètes évidemment. Puis toi humain, tu écoutes Macron. Toi, petit humain, petit français, dans ton petit pays minuscule qui s'appelle la France, tu as regardé Macron hier, 15 millions. 15 millions. Et tu réalises que tout ça est face à cet univers, face à cette immensité, à disproportion, tu accordes tellement d'importance à des choses qui en ont pas en fait. Qui en ont pas évidemment, parce que face à ces mystères qui nous enveloppent, qui nous entourent, notre tracasserie quotidienne, nos opinions, nos avis, nos discussions, qu'est-ce que tu veux, ça pèse rien face à tout ça. Alors, si on raisonne comme ça, vous me direz, on fait plus rien, on dit plus rien, et on reste comme ça, presque en extase devant l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et puis on se tait. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire au bout d'un moment, nous les humains. Se taire et méditer sur notre propre dimension, ce que nous sommes, nous, humains, vraiment. Quand on voit la médiocrité de l'espèce humaine, tant par son côté moutonnier, oui, on le voit tous les jours, qu'il n'y a pas d'élévation, qu'il n'y a pas de prise de conscience des choses, qu'il n'y a pas ce retour sur soi, ou très peu, c'est minoritaire. Tu te dis, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé de m'incarner dans ce corps humain et de vivre sur cette planète, une planète tellement traversée par des turpitudes. Je me pose parce qu'il y a une voiture qui vient derrière, donc voilà, laissez passer. Donc c'est vrai qu'on a une planète qui est traversée plein de turpitudes, et on se prend la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance en fait.
Mais on y accorde beaucoup de poids et d'importance. Puis on mène des vies un peu débiles. Et puis on se dispute, puis on se prend la tête. Enfin tout ça, c'est une vaste comédie qui va pas nous conduire très loin. Hein. Va pas nous conduire très loin. On a très peu développé nos facultés interdimensionnelles. On n'a pas développé ça. On est resté très primitif, presque comme des hommes préhistoriques, quoi. On n'a pas vraiment évolué. Un peu, mais pas assez, si vous voulez. En nous, il y aurait des possibilités, peut-être, de traverser des champs qui sont jusque-là, nous sont fermés, pour justement pénétrer ces mystères qui nous entourent. Le fait de pénétrer les mystères, c'est d'une certaine manière aussi répondre à ce qui nous est demandé, fondamentalement demandé, nous, l'espèce humaine. On est quoi, cette espèce de transition? On est une espèce de transition, on est une espèce humaine qui est en transition, qui est en mutation, mais pour combien encore de centaines d'années? Et est-ce que la Terre aura le temps d'attendre des centaines d'années? C'est pas évident. Alors, je ne sais pas si la réponse nous sera donnée quand on mourra. Je ne sais pas si là on ira, on aura des réponses à toutes ces questions qui sont quand même fondamentales. J'espère qu'il y aura au moins des éléments qui nous permettront de comprendre. Je ne sais pas si le mot comprendre a un sens quand on est mort, mais en tous les cas d'appréhender une partie du mystère qui est quand même sacrément puissant. Le mystère est très puissant, très puissant. Alors, nos tracasseries, nos hypothèses, nos spéculations sur l'avenir de la France, la politique, tout ça, oui, c'est très difficile en soi d'avoir un avis absolument certain sur toutes ces choses. Il y a toujours il y a toujours un facteur étonnant qui arrive, il y a toujours un facteur surprenant qui brise un peu les pronostics qu'on peut faire. Parce que faire des pronostics, c'est essayer de voir l'avenir. Et voir l'avenir, c'est d'une certaine manière le sentir. Mais comme l'avenir est comme dirait Guillemot, il y a plusieurs avenirs, il y a plusieurs futurs. Donc on ne sait pas en fait si l'avenir est vraiment aussi déterminé que ça, étant donné qu'il y a toujours un facteur qui vient presque corriger une trajectoire sur laquelle on a spéculé et dans laquelle on s'est projeté. D'où parfois des erreurs de jugement, des erreurs d'investissement aussi, il faut parler aussi investissement, des erreurs des choix qui sont erronés concernant nos vies. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui a cru que le monde s'effondrerait. D'après ses analyses, d'après ses pronostics, ses études qu'il a fait sur la géopolitique, sur les différents facteurs qui animent les uns et les autres, il s'est fait son opinion. Bien sûr, tout cela influencé qu'il a été par des analystes, des gens plus compétents, des militaires, des gars qui raisonnaient aussi autour de cette histoire de l'effondrement. Donc il a vécu d'une part dans l'appréhension d'une société qui devrait s'effondrer par faute de ressources pétrolières, de ressources énergétiques. Il disait ça sera fini, il n'y aura plus de pétrole et donc on sera obligé de rentrer dans une forme de crise sociale due à la pénurie des ressources. Et il a calqué un peu son comportement d'après cet absolu qui était donné aux gens, qui a été vraiment... alors ça faisait partie peut-être d'une propagande, mais qui se tenait, le raisonnement se tenait, il dit les réserves de pétrole s'épuisent, donc quand il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce qu'on fera? Et vous avez une tartinée de gens
de gauche comme de droite d'ailleurs, c'était pas forcément politique, les écologistes se sont emparés de ça, mais il y avait vraiment de part et d'autre des gens qui analysaient cette éventuelle réalité-là en se disant, bah, étant donné qu'il va y avoir une pénurie de l'énergie, il n'y aura pas forcément la même croissance que nous avons connue pendant les 30 dernières années. Et donc, il va falloir s'adapter. Il va falloir revenir peut-être à des moyens ou des méthodes ancestrales pour survivre dans un monde où il y aura peut-être plus d'essence, où l'essence coûtera très cher, etc. Il y aura plus assez d'électricité ou je ne sais quoi, il y aura plus assez de production, on sera obligé de consommer beaucoup moins, il y aura plus, et toute la machine va créer une crise sociale qui va finir par une guerre civile, etc. Bref, après vous pénétrez dans un monde de spéculatifs qui vous entraîne, vous, personnellement, à prendre des décisions. Les décisions que vous allez prendre, évidemment, sont des décisions personnelles et qui, si vous avez une famille et des enfants, engagent aussi votre famille, votre femme et vos enfants dans un périple que vous avez vous-même mis en place par rapport à votre analyse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en réalité, il a fait deux choses. Il a fait énormément de réserves. Il est allé vivre dans un coin un peu perdu, il a acheté une maison avec du terrain, il a développé de la permaculture, il a fait un peu d'élevage, il a tout investi dans ça, et puis il a énormément investi aussi dans des réserves alimentaires en se disant, voilà, il faudra bien un jour faire face à la pénurie qui nous attend, parce qu'évidemment il anticipait, d'après ses analyses, on allait vers un effondrement sociétale, plus une pénurie qui s'en suivrait, une pénurie alimentaire. Il s'est préparé. Il est donc aujourd'hui, je dirais, tout à fait prêt à vivre un monde en effondrement parce que il a organisé sa vie par rapport à ce type d'événement et il a entraîné un peu sa famille dans cette aventure-là. Du coup, sa société a périclité, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il a laissé tomber sa société, il s'est dit, bah, ma foi, l'important, c'est pas de sauver ma société, c'est de nous préparer à cet effondrement qu'il avait envisagé il y a à peu près un an. Et puis, l'effondrement n'a toujours pas lieu, mais il est rattrapé par des dettes, par des créanciers, notamment des créanciers étatiques, et il s'aperçoit qu'en réalité, bah, il faut reprendre du service, il va falloir retravailler, repenser autrement, parce que l'effondrement n'a pas eu lieu. Et ses amis qui me disaient, mes amis qui eux, n'ont pas tellement pris au sérieux dans mes analyses et ce que je pensais être juste, eux, ils ont vécu dans une forme de déni ou d'ignorance. C'était son point de vue. En tous les cas, eux, ils voyaient pas du tout d'effondrement venir. Ils pensent que la vie va continuer comme ça, tout ça. Et ils ont vécu dans une forme d'inconséquence et de une vie au jour le jour. Et finalement, ces amis qui ont vécu au jour le jour, qui se sont pas pris la tête à écouter, à lire, à étudier ces phénomènes dont on nous a rabâché les oreilles, pénurie, etc. Vous voyez, guerre, éventuellement guerre nucléaire, bombes nucléaires, etc. Donc, leur vie, eux, n'a pas changé. Ils continuent à faire du business, leurs entreprises marchent parce qu'ils sont restés concentrés sur leur outil de travail sans se préoccuper de toutes ces questions-là. Si on regarde le résultat, les premiers, mon ami en question a eu tort et les autres ont eu raison. C'est dur à entendre, c'est dur à accepter, mais c'est un fait. En tous les cas, jusqu'à aujourd'hui. Demain, si tout s'effondre et si c'est la guerre et s'il y a une pénurie, ce sera mon ami qui sera dans une autre position de force. Et les autres n'auront rien. Donc ils seront pénalisés. On ne peut pas savoir. Peut-être que demain, effectivement, il va y avoir une guerre et qu'il va y avoir des bombes qui vont tomber, qu'on va vivre dans la précarité totale et qu'il n'y aura plus d'énergie, qu'on va être obligé de retrouver une charrue pour, je sais pas, des moyens et des méthodes ancestrales pour survivre, parce que tout sera effondré. On en a parlé. Ça s'appelle, ce sont les survivalistes. Les survivalistes, il y en a eu beaucoup, il y en a eu aux États-Unis, ce sont des gens qui se sont soit organisés seuls ou en communauté pour préparer ce fameux effondrement. Et vous avez des youtubeurs qui ont surfé sur ça, des gens qui ont vendu des livres, Sergio, je sais plus comment il s'appelle, et un Suisse là, vous allez me rappeler son nom. Et donc du coup, bah,
l'effondrement n'est pas arrivé et on est obligé de reconnaître que ceux qui ont le moins perdu, c'est ceux qui se sont le moins préparés à cet effondrement, puisqu'ils n'ont pas perdu leur argent et leur énergie à se préparer à quelque chose qui n'arrive pas. Moi, je jette la pierre à personne, hein, attention, hein, j'ai été dans cette hypothèse, j'avais anticipé cette hypothèse aussi, influencé que j'étais par les entretiens que j'avais avec cet ami et avec d'autres personnes. On envisageait ça aussi, on se disait ça va péter, ça va s'effondrer, et ça peut pas durer, etc. Donc j'avais aussi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la campagne, c'est comme ça que j'ai quitté la banlieue. Mais moi, dans un premier temps, j'ai quitté la banlieue surtout par rapport à la délinquance, à la faune qui commençait à me polluer la vie. Et je me suis dit, au moins à la campagne, il n'y aura pas toute cette faune, cette racaille. Et dans ce sens-là, je suis satisfait. Effectivement, j'ai bien fait. Mais je n'ai pas fait autre chose que ça. C'est vrai que j'avais fait un investissement financier qui m'a été préjudiciable parce que j'écoutais De La Marche et je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé en l'écoutant parce qu'il m'a fait faire des conneries. Parce que lui aussi prévoyait le krach financier, j'avais anticipé ça et ça s'est pas produit. Ça m'a servi de leçon concernant les prophètes de malheur. Je me suis dit, bah, attention, les prophètes de malheur, il faut peut-être pas trop non plus les écouter parce qu'on peut se planter. Et ça a des conséquences après financières. Et donc, de fil en aiguille, j'ai donc observé ces choses et j'ai pas, si vous voulez, je me suis retiré de la vie, je me suis retiré de la société, plus pour des désaccords que j'avais avec les gens, la nature humaine me déplaît et donc je m'en protège, plus dans ce sens-là, mais j'ai pas, si vous voulez, fait énormément, j'ai fait un peu de réserve, il y a des moments où j'en faisais parce que je me dis ça va, je voyais le truc venir, surtout pendant le Covid et tout, je disais on va être dans une pénurie, il va y avoir une logistique qui va être perturbée. Donc pendant ces périodes-là, je faisais pas le malin, croyez-moi, et j'étais aussi comme les autres potes à faire quelques réserves et à me dire bah voilà quoi, on sait jamais. J'avais été voir Monsieur Chevrier que vous connaissez à Sarlat, qui lui était pratiquement certain, à 80%, qu'on allait se recevoir une bombe en février, là, sur la gueule. Une bombe nucléaire. Alors là, c'est évidemment, tu te prépares, tu restes 3 jours dans ton abri, dans ton sous-sol, etc. Il m'avait expliqué tout ça, les conséquences et les moyens de survivre à un tel scénario. Et lui aussi a vécu dans ce schéma-là, en pronostiquant une bombe qui tomberait à différents endroits en France et aux États-Unis. Il voyait un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Il a peut-être raison, peut-être que ça va se produire dans 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Peut-être que cette guerre est reculée pour mieux sauter, on n'en sait rien. Hein. Donc moi je ne fais pas le fanfaron, je ne dis pas telle personne avait tort ou a raison. C'est très difficile de savoir, de connaître. Alors, observant tout cela, ça m'invite à être plus prudent, encore plus prudent dans mes projections personnelles. J'ai arrêté de me projeter, vraiment. C'est-à-dire, je ne me projette plus dans l'avenir, dans le sens où je ne fais plus de supputations basées sur des analyses dont je vois bien les limites. Et je me laisse plus influencer non plus par des youtubeurs, par des gens qui parlent de ces choses et dont j'ai constaté que pour l'instant ils se trompaient. Peut-être qu'ils ne se tromperont pas la prochaine fois, mais pour l'instant ils se sont trompés. Et si je les avais écoutés au premier degré, si j'avais été vraiment, vraiment suivi dans leurs analyses, eh bien j'aurais fait des conneries. C'est-à-dire que j'aurais fait des bêtises et j'aurais fait des mauvais choix et je me serais fatigué, épuisé dans des scénarios inutiles. Donc, je me dis, bon, attention à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous pronostique, attention, essayons de se faire nous-mêmes notre opinion et soyons prudents. Ce qui m'avait aussi éclairé, figurez-vous, c'est quand je suis allé au Canada. Alors, je sais que je suis suivi par des Québécois. Je suis allé donc au Canada. Alors, c'était pas dans la partie du Québec, c'était à Toronto. Mais c'était des Français qui vivaient là. J'avais rencontré un monsieur absolument charmant
quand j'avais été en Louisiane, dans le quartier, justement, à la Nouvelle-Orléans, dans le carré français, on avait été dans un hôtel et là, j'avais rencontré un monsieur qui m'avait invité à le rejoindre au Canada pour passer quelques jours. Je voulais voir les chutes de Niagara et j'ai pas été déçu d'ailleurs. Voilà quoi, c'est très très impressionnant. Pour moi, c'était un rêve parce que je me suis dit un jour j'ai réalisé mes rêves parce que je voyais ça dans le dictionnaire, les chutes de Niagara, ça m'a toujours et je me suis dit, je suis devant et je me disais mais dans la vie tout est possible. Jamais j'aurais pu imaginer enfant que j'aurais un jour été là dans ce pays voir les chutes du Niagara. Je pensais que c'était pas à ma portée étant donné que je suis d'une famille relativement simple. On n'a pas fait de grands voyages, on n'est pas riche et donc je me disais ça n'arrivera jamais et puis ça s'est fait par l'occasion. Et en plus, comme j'aime beaucoup aller dans des endroits où j'ai une connaissance, alors pas pour loger chez l'habitant, mais pour avoir un goût du quotidien des gens qui vivent dans certains pays. J'aime bien être en relation, en contact avec des gens avec lesquels on a des atomes crochus et qui vivent la vie de tous les jours. Ça me permet de comprendre la vie autochtone et de passer comme des touristes dans un car à prendre des photos. Ça m'intéresse pas. Et donc lui, il nous a logés dans une partie tout à fait indépendante de sa maison, ce qui fait qu'on avait notre indépendance. Et on a eu des discussions. Il nous a expliqué que son père avait fui la France en 1981 parce qu'ils étaient persuadés qu'avec l'élection de Mitterrand, les chars russes allaient arriver sur les Champs-Élysées. Vous aviez à cette époque des gens qui étaient persuadés qu'on allait être envahi par les communistes. Regardez les archives, vous verrez, si ça n'a pas changé avec l'effet Mandela, eh bien, normalement, vous devriez avoir ces témoignages. Et donc, du coup, vous avez des gens qui ont pris des décisions radicales. Et c'est le cas de son père. Et donc, il a emmené ses enfants au Québec et au Canada. Je ne sais pas si c'est le Québec, ils sont allés au Canada. Et il y a eu une réunion de famille où j'ai rencontré les enfants de ce monsieur qui m'ont relaté toute cette histoire familiale. Et ils m'ont dit, vous savez, le Canada, l'expatriation, vous expatrier, c'est pas une décision à prendre à la légère, m'avait dit une de ses filles. Et je pense qu'elle avait raison. Et elle m'a dit, le Canada, le climat est quand même très très dur. Si vous venez là, parce que je voulais aller vivre au Canada. Et elle m'a dit, si vous venez vivre là-bas, vous savez, le climat est quand même très très dur. C'est un climat épouvantable. Par rapport à la France, c'est plus dur. Il faut se méfier des images, vous savez, qu'on voit, les belles plaines. Il y a aussi beaucoup de pluie, beaucoup de froid. C'est pas le paysage enneigé comme ça, par un beau soleil. Ça arrive, mais c'est pas tous les jours comme ça. Puis l'été, il paraît qu'il y a beaucoup de moustiques, mais j'y suis pas allé l'été. Et donc, ils m'ont dit, le pays est pas si facile que ça. Et c'est dur, hein. Il me dit, pour suivre une place, tout ça, c'est pas évident. Et donc, me disait que ce choix, les enfants m'avaient dit que ce choix n'était pas sans conséquence pour eux. Bon, ils m'ont dit, maintenant on a fait notre vie là, c'est bon, mais ils avaient quand même la nostalgie de leur pays, de la France. Et ils ne sont pas sûrs que c'était vraiment la bonne décision à prendre, malgré tout ce qu'on vit, nous, en France. Voilà. C'était en tous les cas leur témoignage. Je vous parle de ça il y a à peu près 10 ans. Donc, c'est pas rien parfois de faire des choix de cette nature, parce que vous embarquez des gens avec vous, votre famille en général, par rapport à un pronostic que vous avez vous-même envisagé, et vous croyez que c'est la bonne décision, et c'est pas forcément la bonne décision. Alors tout ça m'a beaucoup m'a rendu extrêmement humble quant à mes propres pronostics. Je me suis dit, oh là, attention, tu t'enflammes François, tu pars sur tes chapeaux de roue, tu crois qu'il va se passer ça, et finalement, ce que tu avais prévu, même dans le pire, des fois c'est des scénarios catastrophes. Alors attention, on est influencé par Hollywood, on est influencé par des films, on est influencé par des amis, on est influencé par un tout tas de paramètres
qui nous conduisent à penser comme ça. Et puis il y a notre nature. On a des natures parfois un peu... on a des natures où on n'est pas forcément très optimiste et donc on a parfois des natures inclines à voir toujours le pire et pas d'envisager le meilleur. Aussi, ça peut jouer aussi notre nature profonde, notre état d'esprit, notre... Mais, et donc, c'est pour ça que tout cela, je me méfie de moi-même beaucoup. Je me méfie de mes propres analyses, je me méfie de mes propres jugements, je me méfie de mes propres pronostics. D'ailleurs, j'évite trop d'en faire parce que il y a toujours l'effet de surprise, comme je vous disais. Il y a toujours un élément qui arrive et qui corrige le pronostic que vous avez fait, qui était peut-être juste à un instant T, mais qui après, à cause d'un événement que vous n'aviez pas prévu, va changer la donne. Comme l'élection de Trump. L'élection de Trump, personnellement, j'y croyais pas, parce que j'avais tellement vu que il y avait une telle opposition aux États-Unis et je me disais ils vont encore frauder les élections, il va y avoir encore de la tricherie. Et puis quand je voyais les procès qu'il avait au cul, enfin quand je voyais toute la puissance médiatique et la puissance de l'État profond qui s'opposait à Trump et puis les tentatives d'assassinat, je me suis dit jamais on y arrivera. Parce que moi je m'étais identifié à Trump, je me disais c'est lui qu'il nous faut, c'est lui qu'il nous faut. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je réagissais. Et donc, il est passé. Alors là, ça a changé la donne. Mais moi, je me disais, on n'y arrivera jamais. Et je pensais qu'on irait vers une guerre, effectivement, une guerre totale, une troisième guerre mondiale. Alors, ça va peut-être le cas, hein, on n'en sait rien, mais je pensais qu'on y allait vraiment. Puis quand Trump est arrivé, je me suis dit, bon, ben, là, encore un événement qui rechange la donne parce qu'on ne peut plus raisonner comme si Trump n'était pas là. Ça change tout. Et ça évidemment... j'ai remarqué que dans mon existence, j'ai souvent eu ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je me suis projeté, il y a toujours eu un événement qui est arrivé dans ma vie et qui a corrigé en fait le pronostic que j'avais fait. Du coup, il faut que je me garde en tenant, je dois en tenir compte et ce qui fait que aujourd'hui, compte tenu de la situation, on peut dire, ben voilà les scénarios qui sont envisageables, mais on ne peut pas affirmer, on ne peut pas entraîner avec soi des gens sur un scénario qui n'est peut-être pas le bon, parce que il y aura un facteur X qui va corriger la ligne de temps, et vous allez vous retrouver sur une autre ligne de temps. Et ce truc qui arrive, ben, il est arrivé vous ne savez pas d'où. C'est comme ça. Alors, avec tout ça, évidemment, 15 millions de personnes iront regarder Macron. Ce qui signifie qu'il y a une angoisse profonde et qu'il a réussi son show machiavélique, son plan, en faisant ce qu'il a fait. Et il y a une manipulation derrière de malade et les gens se sont laissés prendre au piège parce que le regarder, c'est un piège. L'écouter, c'est un piège. On se conditionne, c'est comme ça que les gens sont malades après. Parce que de lui, ça j'en suis sûr, de lui diffuse une forme d'énergie mauvaise qui rend malade, qui fait souffrir les gens. C'est un être fondamentalement mauvais, je pense, et fondamentalement diabolique. Et donc, il faut éviter de le regarder, je crois. Il faut éviter, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, hein, mais je pense en tous les cas qu'on doit l'éviter. Et donc, il y a eu tout un scénario mis en place par rapport à ça, et peut-être que demain il y aura un facteur qu'on n'a pas forcément prévu, qui ne dépend pas forcément ni de Poutine, ni de Trump, ni de Zelensky, ni de nos Européens là réunis. Mais il y aura peut-être un facteur qui va à nouveau corriger la ligne de temps et qui va mettre complètement tous les scénarios à la poubelle. Et tout ça va être revenu. Les choses vont peut-être apparaître sous un tout autre angle. Et peut-être que rien de tout ce qu'on a évidemment envisagé n'arrivera. Et ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Je dirais, ça peut être
C'est vraiment l'inconnu. Alors on peut pas vivre nous dans l'angoisse tout le temps, c'est impossible. Ça c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour notre équilibre. On peut pas vivre angoissé. Moi j'ai mon père qui est un éternel angoissé. J'ai vu à quel point ça a pourri la vie de ceux qui vivaient avec lui. Parce que quelqu'un qui est toujours angoissé, qui voit toujours le pire, c'est pénible. Et c'est comme ça que mon père a vécu. Toute sa vie, il voyait toujours le mal partout. Pas le mal au sens où il voyait le mal chez les gens, mais il voyait toujours une catastrophe arriver. Il a vécu toujours dans la crainte d'une catastrophe, d'une catastrophe. Et il emmenait avec lui, évidemment, les gens qui vivaient près de lui, évidemment, ils étaient angoissés. Et ça, c'est pas bon parce que ça angoisse les autres. Quelqu'un qui est systématiquement toujours en train de prévoir la plus mauvaise chose. Et moi, je veux pas être comme ça. Je veux pas, si vous voulez, provoquer ça chez les gens qui me regardent. Parce que tout, le meilleur comme le pire peut arriver. Mais il faut savoir qu'il y a le meilleur aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que nous, on a un chemin à faire. Notre chemin, il est ce qu'il est. Et puis que, de toute façon, on n'est que de passage. Ça, on en est presque persuadé, à moins que on devienne immortel, mais qu'il y ait un événement particulier qui nous rende immortels. Mais jusqu'à présent, le processus, il est quand même incontournable. Mais par contre, on ne peut pas dire que fatalement, il y a une fatalité qui va s'imposer à nous et que cette fatalité est déjà inscrite. On ne sait pas. On ne sait pas parce que l'élément qui va arriver, il y a un élément qui peut arriver et qui peut corriger justement un scénario, soit apocalyptique ou soit trop optimiste. Alors, on a donc faisons attention dans les temps que nous vivons, parce que il y avait du monde là, pour ça je fais demi-tour. Faisons attention à ne pas nous laisser contaminer par ce que Macron a diffusé hier soir. Il ne faut pas qu'on se laisse contaminer, étant donné que beaucoup de gens autour de nous ont l'esprit contaminé. Je le vois. Beaucoup de gens sont perturbés par, j'ai entendu. Je sais que beaucoup de gens sont perturbés par le discours de Macron. Il a fait un show absolument horrible. Il a mis les gens dans une angoisse avec c'est un show. Complètement contradictoire par rapport à ses discours précédents, mais il a joué le jeu, il a joué comme le Covid, c'est-à-dire il a dit aux gens allez vous sacrifiez-vous pour la patrie, nous sommes en danger, etc. Il y a un truc grotesque et ridicule dans ce qu'il a fait, l'histoire du costume noir, de la chemise. Je crois qu'il avait une cravate noire, je ne vais pas regarder, mais il avait déjà revêtu des habits en fonction d'un scénario qui est déjà. Alors là, c'est plus la fête de la musique avec les trans en barésie. Hein. Ça, vous voyez, c'est ça aussi Macron. Hein. Mais là, il vous la joue solennelle, mais vous oubliez qu'il a fait des sauteries avec les trans là à la fête de la musique. C'était plus du tout le même. Donc, faut pas oublier tous ces visages de Macron qui sont grotesques, tous grotesques en réalité. Donc, il n'y a aucune raison de le prendre au sérieux. Il n'y a aucune raison de l'entendre et de l'écouter. Il y a simplement la bêtise collective qui croit encore que ce type est quelque chose, est un président. C'est plus un président, ce n'est plus rien. Il est tenu par les couilles, par le système qui a des dossiers comme ça sur lui. Et je pense que ce qu'il a fait hier, c'est une forme de fuite en avant. Je pense que c'est une forme de coup d'épée dans l'eau. C'est une comédie grotesque, clownesque, qui malheureusement, que certaines personnes ont malheureusement pris au sérieux au premier degré, alors qu'il faut surtout pas prendre ça au sérieux. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la farce qu'autre chose. Par ailleurs, les Allemands, j'entendais que les Allemands et que les Européens
vont faire marcher la planche à billets pour financer le réarmement. Alors là aussi, il s'agit d'une astuce pour... alors évidemment, on va agiter le danger et la menace de la Russie pour faire fonctionner nos usines de réarmement. Il faut croire que là aussi, il y a un engagement. Alors là, on oublie l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Là, quand il s'agit de vendre des armes, on ne s'occupe pas. Là. Alors, la France, alors là, pour le coup, la France a une industrie de très bonne qualité au niveau armement. Curieusement, on est quand même un exportateur, deuxième exportateur d'armes au monde. Donc, vous voyez, nos belles consciences, nous qui voulons lutter contre le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, ça va faire beaucoup de morts. Et puis, quand on va exclure les gens qui ont des voitures critères 3 des villes, parce que on est contre les petites particules que ces voitures diffusent et que ça peut tuer des gens. Mais nous sommes, nous, Français, les premiers, les deuxièmes exportateurs de vente d'armes, j'ai vérifié, au monde. Le premier, c'est les États-Unis, après c'est nous, ce qui est quand même incroyable. Ça m'a surpris même. Donc ça, on vous le dit pas, on vous le dit pas. Et c'est peut-être pour ça que le pays tient le coup quand même, parce que on fait des sacrées affaires avec les ventes d'armes. En fait, ça correspond à une activité industrielle très importante et un savoir-faire qu'ont les Français. Curieusement, on a un savoir-faire dans ce domaine-là. On fabrique de bonnes armes, de très bonnes armes, et donc on achète nos armes et on vend nos armes à des gens qui font la guerre. Et on leur dit, vous savez, c'est pas bien de faire la guerre, mais on leur vend des armes pour qu'ils fassent la guerre. Donc on a un double discours, injonction contradictoire, si vous voulez aussi. Donc on vend énormément d'armes pour que les gens s'entretuent, mais nous, chez nous, au nom du réchauffement climatique ou de la pollution, on empêche les voitures de critère 3 d'aller dans les banlieues et les gens, pour qu'ils aillent se faire soigner ou aillent travailler, on leur dit non, vous tu rentres pas avec ta critère 3, mais par contre on exporte énormément d'armes pour que les gens se tuent. Voyez-vous la cohérence? Ça les gens ne le savent pas. Donc du coup, on a une industrie qui est Thales, l'action est en train de partir en flèche. Donc on a nos industries qui sont en train de bénéficier, et vous avez la bourse parisienne qui fait des records. Ça aussi on ne vous le dit pas. Donc si vraiment vous aviez, enfin à mon avis, s'il y avait un risque de guerre, je pense que les marchés financiers ne réagiraient pas comme ils réagissent. Encore que, peut-être, j'en sais rien. Mais je pense que tout cela va alimenter, si vous voulez, l'industrie européenne, et les Allemands vont s'équiper. Ils vont consacrer 500 milliards à l'achat de matériel militaire. Donc ils vont se doter d'usines. Ils savent faire, les Allemands, ça on peut leur faire confiance. Ils vont commencer à fabriquer des armes, des chars, des avions. Ils vont se lancer dans la bataille pour redynamiser leur économie. Et ça va permettre à l'économie européenne, d'une certaine manière, d'échapper à un total effondrement, parce qu'ils vont redynamiser l'industrie de l'armement. Les Américains ont fait ça, les Américains aussi ont une industrie. Il y a aussi l'industrie de l'armement qui est un lobby très fort aux États-Unis, et ça participe énormément à la santé d'une économie, l'armement. Si nous, on n'avait pas ces exportations-là, on serait encore plus en déficit. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi cet enjeu-là derrière qui est très important, de redynamiser d'une certaine manière le secteur de l'armement, qui finalement va créer des emplois, va réindustrialiser nos pays qui ont délocalisé au niveau de l'industrie manufacturière. Et ça peut être une occasion pour l'Europe, effectivement, de se servir de fonds de la planche à billets pour recréer un peu d'emploi, de dynamisme. Et là, vous voyez, c'est peut-être pour ça que les marchés financiers européens se portent bien en ce moment, parce que cette perspective d'alimenter le secteur de l'armement, industriel de l'armement, est profitable aux Européens.
Et là, derrière, vous avez des gens, des ingénieurs, des ouvriers, des gens qui vont travailler, qui vont trouver du travail. Et du coup, évidemment, ils ont peut-être aussi, si vous voulez, ils ont peut-être aussi programmé ils ont programmé, si vous voulez, cette perspective économique en disant, bah voilà, ça va peut-être arranger un peu nos affaires. C'est pas exclu non plus, mais ça ils vous le diront. Ils le diront pas évidemment, mais c'est une des hypothèses que j'ai aussi en parallèle que j'ai noté. Parce que ce qui m'étonne, c'est la santé de nos marchés financiers. La bourse est vraiment fait des records, la bourse parisienne fait des records, étant donné qu'on a nos usines, nos entreprises d'armement qui fanfaronnent, quoi. Ils pètent des records là, en ce moment au niveau action. Et donc, il y a des gens qui s'enrichissent, toujours pareil. Au passage, vous avez des tas de personnes qui s'enrichissent. Alors on se pose pas trop de questions, les écolos, les gauchistes, tout ça, ils évoquent pas ça. Vous avez remarqué, ils sont pas en train de mettre le doigt sur la question de est-ce que c'est bien de vendre des armes, peut-être que ça fait des morts, les armes. Moi je ne sais pas, mais peut-être qu'une bombe ça fait plus de morts qu'une voiture critère 3 dans le centre de Lyon ou de Paris. Je sais pas, hein, je me demande. Peut-être qu'une bombe qu'on fabrique, elle fait plus de morts que le réchauffement climatique. Voilà. Mais en l'occurrence, voilà un peu les hypothèses qui sont sur la table. Alors évidemment, ça fait partie. C'est pour ça que je le dis, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs. Bonsoir. C'est bizarre, il y a des gens à cette heure-là. Bon, pas qu'il va être 7 heures, hein, peut-être. Ça fait un moment que je marche. 42 minutes, elle va être encore longue cette vidéo. Mais de là, d'une part, rentrer dans un conflit avec la Russie, franchement. Alors à moins qu'il y ait une opération sous faux drapeau, qu'il y ait vraiment un gros clash ou un truc où les Américains finalement vont être obligés de s'engager avec nous, ça peut être aussi une des possibilités, mais moi je pense que c'est plutôt... je pense que le show de Macron, ça a été de provoquer un électrochoc dans la population pour qu'elle capitule d'une certaine manière, et surtout qu'elle regarde ailleurs. C'est une opération de diversion, je le disais hier, et je pense aussi que ça va être l'occasion de proposer aux épargnants un placement particulier dans l'investissement de l'armement, et donc ils vont plus ou moins trouver un moyen de détourner l'épargne et de créer un business. Au passage, si Macron crée cet électrochoc et que les gens mettent leur argent dans ce domaine-là, il peut très bien, au passage, lui, toucher des royalties des entreprises d'armement qui récompenseront pour service rendu. Et peut-être qu'ils le mettront aussi, paradoxalement, à la tête de l'Europe pour le remercier de ses services. Tout est manipulation. Ne nous trompons pas, hein. Trump, Poutine, toutes les puissances, tous les chefs d'État manipulent leur population. Il y a toujours une partie de... Il ne faut pas non plus être naïf, même si on aime certains personnages, il ne faut quand même pas être dupe. Il y a une manipulation des opinions publiques toujours. Maintenant, il y a certaines manipulations qui permettent peut-être d'aller dans le bon sens et d'autres manipulations qui vont dans le mauvais sens. Mais il y a toujours une forme de manipulation. Les dirigeants usent de cet artifice, et ça a toujours été, hein, que ce soit les rois ou il y a toujours une partie de manipulation pour justement avoir une bonne image auprès de sa population. Lui, Macron, il cherche plus à avoir une bonne image, il joue sur un autre facteur, sur un facteur psychologique de peur. Il crée la peur chez les gens. Il y a une forme de perversion dans son attitude qui, à mon avis, va se retourner tôt ou tard contre lui. Je pense qu'il va y avoir un moment donné où
il va y avoir un boomerang malgré tout. Même si la population aujourd'hui est un peu tétanisée, sidérée, mais je pense que les gens sont très très versatiles. Donc aujourd'hui, ils n'aiment pas Trump, ils n'aiment pas Poutine, mais ça peut lui retomber un moment. Il va peut-être bénéficier pendant un moment donné d'une remontée de la cote de popularité, mais je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant à long terme. Je suis pas sûr. En tous les cas, voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tout ça pour finir sur le fait. Vous voyez, les oiseaux, on entend les oiseaux. Hein. Et oui, ça commence, c'est le printemps qui arrive, il n'y a pas de souci. J'ai vu déjà les prix de verre, les petites fleurs qui arrivent, là, c'est sympa. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se dit comme toujours, à bientôt.